Merci à vous d'être encore parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la formation sur les déchets plastiques qui va être présentée par François Hélico, notre scientifique. Je rappelle que l'association pour la protection de l'environnement marin et notamment des tortues marines. Donc, la formation d'aujourd'hui rentre dans le cadre d'un de nos projets de sensibilisation qui est Niamoja, et elle consiste à former des ambassadeurs de la préservation de l'environnement. Donc, c'est juste pour resituer le contexte un peu. Il y a des versets. C'est le projet consiste à partager. Donc, je rappelle, c'est pareil pour toutes les autres formations qu'on avait faites auparavant. Vous avez au long de la présentation, vous avez l'outil QR pour poser des questions. Je serai en back-office. On t'entend pas bien. Vous m'entendez bien? Le son passe très mal. Il y a beaucoup d'écho. Peut-être que je vais me déplacer. Je pense que c'est la scène. Là, vous m'entendez très bien? Ok. Quand je parlerai, tu pourras couper l'audio, parce que je vais avoir le retour mécanique. Ok. Bon, désolé pour ce petit souci technique. Donc, je rappelle, moi, je serai en back-office pour prendre toutes vos questions que vous allez poser dans Q&R, et Feu fera la présentation sur les déchets. Et on essaiera à la fin de répondre en direct à toutes vos questions, aux questions qui n'ont pas été répondues. Et puis après, s'il y aura encore un peu de temps, on va vous donner la parole. Il vous suffira de lever la main et on vous donnera la parole. Je rappelle que la session est enregistrée, donc au moment de la prise de parole, si vous ne souhaitez pas figurer dans l'enregistrement, veillez à ce que votre caméra soit éteinte. Et aussi, à partir de là, je vais éteindre ma vidéo pour préserver les bandes passantes. Donc, voilà. Merci Dina. Bonjour à tous. C'est la première fois que vous me voyez pour ces sessions de formation au Langara Yamba. Je m'appelle François Hélico, chargé de mission à l'association et en charge notamment des suivis scientifiques. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux déchets et notamment les déchets plastiques qui, comme vous le savez, peuvent représenter une certaine menace bien pour l'ensemble de la faune et de la flore marine. Alors, on va commencer tout simplement oui, voilà, par une définition toute simple, hein, pour qu'on soit bien d'accord tous ensemble de qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet, c'est tout simplement un objet qui est en fin de vie ou une substance qui a subi des altérations physiques ou chimiques ou tout simplement parce que il a plus d'utilité, on le destine à l'élimination. Donc cet objet, avant de le jeter, on l'a consommé plusieurs années, plusieurs minutes, plusieurs secondes. Juste avant ça, il a été produit. Il a été produit par des fabricants qui ont utilisé généralement une matière première
pour créer l'objet. Donc ça, c'est vraiment le schéma de l'économie linéaire. On exploite, on produit, on consomme un objet et puis, puisqu'il n'a plus d'utilité, eh bien, on le jette. Donc ça, voilà. Après, on peut faire la distinction de différents types de déchets. Il y a, dans un premier temps, les déchets ménagers, ceux qu'on produit, vous et moi, tous les jours. Ça peut être des restes de repas, des emballages en papier ou en verre, de l'électroménager, des meubles, voire des déchets végétaux quand on s'est occupé de notre jardin. Vous voyez déjà que dans ces déchets ménagers, ils proviennent vraiment de différentes sources. Après, il ne faut pas oublier que on a des déchets qui sont générés par notre activité économique, qui sont très dangereux, mais qui peuvent représenter une part importante des déchets produits. Ça va être tout ce qui est les papiers qu'on utilise au bureau, les cartons, les palettes de bois ou tout simplement les invendus des magasins qui sont plus destinés à la consommation et qui vont être jetés ensuite. Après, cette activité économique, elle génère également des déchets qui vont être toxiques. Donc là, c'est tous les différents solvants, les vernis ou les déchets d'équipements électriques ou électroniques qui vont être très difficilement recyclables. On a en quatrième position, on va dire, les déchets d'activité de soins à risque infectieux. C'est une catégorie, on n'a pas forcément conscience dans notre vie de tous les jours, à part aujourd'hui, maintenant, avec la crise Covid, on génère quasiment tous ce type de déchets. On porte un masque. Voilà, les masques, surtout chirurgicaux, qui sont destinés à être jetés, c'est bien ce type de déchets. Donc, je vous rappelle, une fois qu'on l'a porté, on ne le jette pas directement à la poubelle parce que justement, il a ce risque infectieux et donc on le préserve dans un petit sachet plastique avant de 24 heures avant de le jeter. On a ensuite les déchets inertes. Là aussi, ça représente une grosse part des déchets qui sont produits dans le monde, qui sont issus généralement du bâtiment. Ça va être les briques, les blocs de béton, de parpaing, les tuiles qui vont être moins valorisés derrière. Et puis, la dernière catégorie qui mélange les déchets d'activité agricole avec tout ce qui est purin, fumier et les déchets radioactifs. Voilà pour faire un petit peu la définition des différents types de déchets. Donc, après être jetés et être utilisés, tous ces objets ont été vraiment fabriqués dans des différents matériaux. Le plastique, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le troisième matériau le plus fabriqué dans le monde. Et avant ça, on a le ciment et l'acier qui, eux, vont être plus destinés à l'activité du bâtiment et de la construction. Le plastique, c'est environ 12% des déchets dans le monde. Alors, je vais passer une petite série de vidéos sans le son. Il y a des sous-titres et je vais les commenter en parallèle. Donc là, c'est une petite vidéo pour expliquer un petit peu l'historique des plastiques sans forcément rentrer dans le détail. Mais voilà, pour bien comprendre d'où ça vient. Ah, là, j'ai le son. Voilà, donc on utilise les plastiques depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle. Au début, on utilise des matériaux naturels qui sont utilisés pour leurs propriétés plastiques. Ça peut être de la gélatine d'os, des cornes, des écailles de tortue qui vont être assez souples et on va pouvoir travailler. Puis ensuite, il y a les premiers plastiques, la celluloïde, qui sont en fait des substituts de l'ivoire qui vont être utilisés par exemple pour fabriquer des boules de billard parce que on a déjà décimé à l'époque peut-être trop d'éléphants et que c'est devenu plus rare. Donc on commence à inventer des nouveaux plastiques comme ça pour combler un nouveau besoin. Et il y a la bakélite qui est vraiment le plus ancien plastique de synthèse. Donc on a vraiment synthétisé, que l'homme a synthétisé pour des nouveaux produits quand le téléphone a été inventé. C'est fait par cette matière, par exemple. Et puis, au fur et à mesure du temps, on invente des nouveaux plastiques. On a le PVC qu'aujourd'hui, on utilise très largement dans la construction.
le polyéthylène qui sert de base pour les sacs plastiques, mais également pour d'autres, on va dire, pas industrie, mais pour d'autres usages militaires. Il y a le plexiglas qui en fait est utilisé pour un peu remplacer le verre parce que eh bien, c'est plus résistant, c'est beaucoup moins cassant et il est déformable. Et après, voilà, il y a toute une autre série de plastiques, le polyamide qui sert de base pour faire le nylon, d'autres plastiques qui vont servir à l'utilisation, à la création de pôles ou d'emballage, comme le polystyrène, qui est également un très bon isolant. À partir des années 50, c'est vraiment le développement en marche forcée du plastique. On en crée encore de nouveaux avec des propriétés, des nouvelles propriétés. Comme le téflon qui va être utilisé pour les poêles. Avant ça, voilà, on n'avait pas de poêle en téflon. C'est pourtant bien utile parce que c'est résistant aux produits chimiques et traite température. On a le formica. Le formica, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais à partir des années 60, c'est le plastique qu'on utilise vraiment le plus souvent pour la construction des cuisines. Et puis maintenant, on utilise ça plus en mode rétro entre guillemets. Et également le polyester qui va être utile pour la fabrication des bouteilles en plastique ou des vêtements. Voilà. Également des plastiques qui sont très utilisés pour des technologies de pointe ou à contrario, comme le polypropylène pour fabriquer des objets assez simples, les couverts en plastique, voilà, ou d'autres plastiques tout terrain, on va dire, inodores, et qui sont toujours utilisés dans la vie de tous les jours. Donc en fait, tout ça, c'est on va dire une présentation assez sommaire, mais c'est pour bien se rendre compte que à fabriquer des plastiques, différentes familles de plastiques pour leur performance. Il y en a certains qui sont souples, qui sont rigides, qui résistent à la température, qu'on peut colorer, d'autres qui ne sont pas déformables. En fait, toutes ces propriétés vont répondre à des besoins, des enjeux dans différents domaines. La décoration, la santé, l'industrie automobile, le bâtiment et bien sûr les emballages. Donc, peu importe notre besoin, en fait, on trouve facilement une famille de plastiques pour y répondre aujourd'hui. Alors, je vous invite là maintenant à regarder un peu autour de vous et à identifier les objets en plastique qu'on utilise, mais vraiment dans un cercle assez proche du bureau. Je me suis prêté à l'exercice juste avant cette formation. J'ai déjà, pour ma part, mon ordinateur avec qui on arrive à converser aujourd'hui. J'ai tout ce qui va avec, tout le mobilier de bureau, la souris, la trousse, le chargeur, les stylos, le scotch. Et voilà, le téléphone aussi que j'utilise, des objets vraiment de la vie courante, mon sac à dos parce que je viens en vélo et quand il pleut, j'ai besoin que ce soit un sac étanche. Donc là, j'utilise du plastique. Le ventilateur qui m'aide bien à la saison chaude là, pour me rafraîchir un peu, les écouteurs. Vous voyez que il y a même des vêtements qui sont faits à partir du plastique et aujourd'hui, c'est quasiment devenu indispensable pour fabriquer nos objets du quotidien. Imaginez tous ces objets-là faits autrement que par du plastique. Déjà, est-ce que c'est possible ? C'est une question qui n'est pas évidente, mais qui est assez intéressant à se poser un peu tous les jours quand on trouve un objet en plastique. J'ai déjà une réponse. Moi, la gourde, là, j'en ai une en métal. Je l'ai remplacée, celle en plastique, par une gourde en métal. Après, on peut se poser la question si elle va durer plus longtemps ou pas. Alors, ces objets en plastique, comment ils sont fabriqués? Donc là, encore une petite vidéo assez rapide. Et je vous invite, si vous avez des questions, si ce n'est pas assez précis, à les mettre un peu de côté et à les écrire dans le QR. Donc, les plastiques sont fabriqués à partir de pétrole. C'est la matière première qu'on utilise pour la fabrication du plastique. On la trouve dans différents endroits du monde, pas partout. Et c'est pour ça qu'il y a des pays qui sont plus ou moins exportateurs de pétrole.
Donc, ce sont des nappes de pétrole hein, qu'on extrait dans le sous-sol. Et puis, donc ce pétrole, on l'envoie dans une raffinerie. Et la raffinerie, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va séparer différents constituants de ce pétrole. Il y en a 4. Le premier, c'est le fuel qu'on utilise beaucoup en Europe pour se chauffer, par exemple. Le gasoil, je pense que ça parle à tout le monde. Hein. C'est comme l'essence, hein. Ça va servir directement eh bien, de carburant pour les voitures. On a également le kérosène, qui est le carburant, lui, pour les avions. Et on a le naphtha. Alors, le naphtha, ça nous parle peut-être un peu moins, mais c'est vraiment cette catégorie issue du pétrole qu'on va utiliser pour fabriquer du plastique. Donc, on le chauffe à très haute température, ce naphtha, à peu près 800 degrés, et on le refroidit très brutalement. Donc, c'est une opération qu'on appelle le craquage. Après ce craquage, eh bien, en fait, il permet d'obtenir des petites molécules, ce qu'on appelle des monomères. Donc, il y en a différentes sortes, du benzène, l'éthylène. Et donc, c'est ce qui va être à la base. Ces monomères, on va les polymériser, c'est-à-dire que c'est une réaction chimique. Et en fait, ils vont s'assembler les uns avec les autres pour donner des molécules plus grandes, les polymères. Et ça sort sous cette forme-là. Vous voyez, des petits granulés ou du liquide ou de la poudre au niveau de la raffinerie. Ensuite, eh bien, en fonction des propriétés qu'on leur veut, eh bien, on ajoute des adjuvants. Donc, c'est vraiment des produits chimiques qu'on va rajouter à ces billes, ces colorants, ces liquides. Donc, ça peut être des colorants, ça peut être des produits chimiques qui vont donner plus ou moins de souplesse ou qui vont proférer plus ou moins de résistance en fait, au plastique en fonction de également des antioxydants, mais des fongicides, c'est vrai. Et donc là, on a notre ribambelle d'objets qu'on va pouvoir mouler et thermoformer en fait, pour leur donner la forme qu'on veut. Et là, c'est tous les objets qu'on utilise dans la vie de tous les jours qui sont issus. Alors, il y a 3 grandes catégories de plastique, des super familles, on va dire, de plastique. C'est la première, les thermoplastiques. Donc, c'est les plastiques qui vraiment ramollissent sous l'effet de la chaleur. Ils sont déformables à souhait. On a vu, donc, pour former les plastiques, on avait besoin de chaleur. Et voilà, eux, ils ont cette caractéristique d'être redéformables quand on les chauffe. Et donc, facilement recyclables, puisque pour recycler le plastique, eh bien, en fait, on va les réchauffer pour donner des nouvelles formes, etc. Et ils ne sont pas forcément biodégradables. Après les thermoplastiques, on a les plastiques thermodurcissants. Voilà, c'est cette diapo. Thermodurcissable. Et donc là, c'est vraiment une autre propriété de plastique, puisque là, on veut obtenir une forme définitive en fait, de l'objet en plastique une fois qu'il a refroidi. C'est-à-dire que on ne va pas pouvoir le fondre en le réchauffant. Donc ça, c'est vraiment des plastiques qui sont très solides et très résistants, toujours non recyclables. Ils vont être beaucoup utilisés dans des industries, pas de la technologie de pointe plutôt, au niveau de l'aérospatiale, ou tout simplement pour faire nos manches de casserole. Vraiment la propriété qu'on veut du manche de casserole, donc c'est du plastique, on l'a formé, on lui a donné la forme, mais bon, c'est sur le feu, donc il ne faut pas que ça fonde. Et voilà, c'est pour ça que ça répond à ce besoin-là. Et donc, si on les chauffe, il y a à partir d'une certaine température, ils vont cramer tout simplement, sans fondre. La troisième famille, alors qui est un peu une famille entre guillemets, c'est les élastomères. C'est un peu comme le caoutchouc naturel. Ils vont être leurs propriétés, ils vont être élastiques et déformables. Voilà, les 3 super familles de plastique. Quand on s'intéresse un petit peu aux déchets qui sont générés dans le monde et qu'on regarde un peu les familles
plutôt les secteurs, on s'aperçoit que l'emballage plastique, donc le plastique qu'on utilise pour emballer n'importe quel produit, ça représente quand même une très très grosse part des plastiques qui sont déchets plastiques qui sont générés. 141 millions de tonnes par année, et ben, c'est dans l'emballage. Et après, on a des plastiques qui vont être utilisés pour la fabrication de tissus, de matériel de construction ou encore pour du matériel électrique. Alors, on a dans ces trois super familles on va dire des sous-familles. En fait, sept familles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces pictogrammes. Et si ma souris, déjà, si elle apparaît à l'écran. On a 7 familles de plastique qui sont indiquées par des numéros ou par des lettres. On a soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces pictogrammes qui sont normalement sur tous les emballages. Il ne faut pas les confondre avec ces sigles-là, voilà, qui correspondent en fait à l'éco-emballage. Qu'est-ce que c'est l'éco-emballage? Donc, ces signes ne veulent absolument pas dire que l'objet qu'on a peut être recyclé. Ça veut dire le fabricant qui a généré cet objet ou qui utilise ce contenant paye une taxe qui va servir à équiper les municipalités ou les entreprises qui vont recycler ces produits. Parmi les 7 familles de plastique, il n'y en a seulement que 2 qui sont recyclés partout en France. C'est vraiment le minimum. C'est donc les polyéthylènes et une autre partie des polyéthylènes à haute densité. C'est en fait ce qu'on va retrouver dans les bouteilles d'eau. On a le PET qui va servir à fabriquer vraiment le corps de la bouteille et le PEHD qui va servir à faire les bouchons. Vous pouvez regarder, si vous ouvrez un bouchon de bouteille en plastique, à l'intérieur du bouchon, il y aura ce petit triangle avec le numéro. Au cul de la bouteille, également, normalement, il y a ce pictogramme. Moi, j'ai un tube de crème solaire là. Pareil, c'est du PET. Vous pouvez vous amuser à regarder normalement sur tous les emballages, tous les produits en plastique. Il devrait y avoir ce pictogramme. C'est la réglementation européenne. Et malheureusement, on ne sait pas tout le temps à quoi ça sert. Il peut pourtant nous être bien utile pour nous aider à savoir si notre objet il peut être recyclé ou pas. Donc là, le 1 et le 2, on est sûr que si cet objet présente ces pictogrammes, on peut le mettre dans le tri. Et après, on a 4 autres familles, entre la 3 et la 6, qui vont être des plastiques recyclables. Alors, je n'ai pas utilisé le même mot parce que ça ne veut pas exactement dire la même chose. Recycler, c'est qu'ils sont recyclés. Recyclables, ça veut dire qu'ils peuvent être recyclés. On sait comment les recycler. Ça peut être trop complexe au niveau du processus ou trop coûteux pour le mettre en place. On a la technologie, on sait comment le faire. On pourrait le faire, mais on ne le fait pas parce que c'est trop compliqué ou trop coûteux. Ensuite, on a la famille 7. Donc là, ce sont les plastiques thermodursusables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la base du recyclage, c'est de fondre les plastiques. Et donc là, comme leur propriété, c'est qu'ils ne puissent pas fondre, on ne peut pas les recycler. Voilà, pour ces familles de plastique et les pictogrammes qui sont utilisés, qui peuvent bien être utiles. Alors, ces objets, une fois qu'on les a utilisés, on les jette. Et une fois qu'on les jette, où est-ce que ça part? Donc, ça peut partir en décharge. Alors, des décharges couvertes, comme on en fait maintenant, mais il y a quand même plusieurs dizaines d'années, ce n'était pas forcément la règle en France. Il y avait des décharges à ciel ouvert. Il en existe également une multitude dans le monde. Donc, le principe de la décharge, on va dire, de l'enfouissement, hein. On a l'apport des déchets par camion qui déverse ça dans une espèce de fosse auquel, au préalable, on a quand même mis de la matière, un isolant, on va dire. Et tout ça, il ne faut pas oublier que ce sont une partie de nos ordures ménagères, hein. C'est un mélange de déchets, du plastique, du fer, des ordures ménagères, tout ça.
Donc, il y a un compactage des déchets pour non seulement réduire la place, mais également pour donc diminuer le volume et favoriser aussi la fermentation des déchets en chassant l'air qui s'y trouve. On a par contre certains déchets légers qui vont s'envoler. Juste l'action du vent va faire en sorte qu'ils s'échappent un petit peu de cette fosse. Donc il y a quand même des processus, des éléments qui permettent de retenir un peu, mais ça ne filtre pas la majorité. Il y en a une partie qui se retrouve dans l'environnement. Donc ça, tous ces déchets, cette mixture va générer aussi une espèce de soupe un peu toxique qu'on appelle du lixivia et qui va être drainé vers tout un processus comme les stations d'épuration où une partie des éléments toxiques vont être récupérés, mais la majeure partie va être relarguée dans le milieu naturel. On n'est pas non plus à l'abri que les protections qui sont faites pour la création de ces fosses, au bout d'un moment, parce que ça fait longtemps qu'on l'exploite, il y ait des fuites dans les sols. Voilà. Il y a une grosse partie de nos déchets également qui vont être amenés directement à l'incinération. Là, l'idée de l'incinération, en fait, c'est qu'en brûlant nos déchets plastiques, mais également les autres, tout ce qu'on met dans l'ordure ménagère, va être brûlé et on va récupérer de l'énergie calorifique. Avec la chaleur, on va produire de l'énergie. C'est extrêmement polluant, bien entendu, malgré qu'il y ait différentes techniques pour filtrer tous les gaz, mais on lève quand même pas mal de gaz à effet de serre. Et il y a bien évidemment les rejets particuliers de vous et moi, que ce soit accidentel ou pas. On a également tout ce qui est transport de matière. Il y a des accidents qui peuvent se produire et on a des produits qui peuvent être relargués très facilement dans l'environnement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces déchets une fois qu'ils partent de ces décharges par inadvertance? Il y a l'action du vent qui va pouvoir faire, on va dire, bouger ou déplacer ces déchets et le faire entrer dans le cycle de l'eau. Il me semble qu'on en a déjà parlé lors de précédentes formations, le cycle de l'eau, mais très simplement, c'est un déchet qui va être amené, une grosse pluie, qui va ruisseler dans un petit ruisseau, qui va se jeter dans une rivière, dans un fleuve, et au bout de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'océan. Donc le déchet arrive au niveau côtier et peut après aller directement dans l'océan. Quand on regarde un petit peu, quand on étudie ces déchets qui arrivent au niveau côtier et dans les océans, c'est à peu près 8 millions de tonnes par année. Donc toujours, ça c'est au niveau mondial. Et quand on regarde ces 8 millions de tonnes, il y en a 80%, ce sont du plastique. C'est pas forcément les 80% de plastique, c'est pas la production mondiale de matière. Il n'y a pas 80% de matériaux qui sont faits en plastique, mais c'est bien ce qu'on retrouve dans le milieu marin. Et on peut diviser ces déchets plastiques. Il y en a 50%, la moitié des 80%, c'est des objets jetables, plastiques jetables qu'on utilise généralement qui ont une durée de vie assez réduite. Et une autre moitié, ça va être du matériel de pêche ou des produits chimiques. Alors, généralement, ça arrive sous forme de macro-déchets. J'ai mis des images là, mais malheureusement, je pense que ces images, en tout cas au niveau des plages, c'est devenu une habitude. C'est quelque chose que, voilà, si on va en bord de mer, on voit régulièrement souvent. Donc, c'est un macro-déchet. Qu'est-ce que c'est un macro-déchet? C'est un déchet qu'on peut voir à l'œil nu qui est assez gros. Ça va être les bouteilles d'eau, de soda, les sacs plastiques, des filets, des briquets ou même des brosses à dents, des comptes-tiges, des bâtons de sucette. J'en passe. Il y en a vraiment plein de catégories de déchets qu'on peut retrouver. Donc, sur les plages et également en mer.
Alors, le problème, c'est que voilà, qu'on on a cette petite image-là qui est un petit peu la base de la compréhension, on va dire, des menaces. C'est que ces objets que l'homme a fabriqués ne sont absolument pas naturels et historiquement, on va dire, n'ont pas à se retrouver dans le milieu. La faune et la flore qui habitent dans ces milieux-là sont absolument pas habitués euh, on va dire, à côtoyer ces déchets et ni même à s'en nourrir. Donc, il n'y a pas forcément de différence fait. Et notamment pour les tortues qui, pour certaines espèces, vont s'alimenter de méduses. Et vous voyez sur le petit dessin de tout à l'heure, on ne voit pas forcément. Enfin, nous, on arrive à faire une différence, mais pas forcément les individus. On a ce petit exemple là qui est mondialement connu d'une tortue qui en fait s'est fait piéger par un cerclage en plastique qui sert à faire des packs de canettes. Alors, on n'utilise pas beaucoup ça en France, mais dans beaucoup de pays, en Asie, aux États-Unis, on le retrouve. Et donc, il s'est fait piéger et qui a continué de grandir avec ce cerclage en plastique. Donc, elle a mis quand même des années à grandir. Et le plastique, lui, il reste aussi des années. Elle a grandi avec bien sûr qui lui a conféré cette difformité. Alors, les déchets, qu'est-ce que ça peut causer? Des étranglements, tout simplement. Également des étouffements, puisqu'ils peuvent être donc ingérés. Ça peut créer également des occlusions intestinales une fois qu'ils sont ingérés. Donc là, il n'y a plus de. En fait, tout le processus de digestion est arrêté. Ça crée des gaz. Et pour des animaux qui ont l'habitude de vivre sous l'eau, des gaz, c'est moins dense que l'eau, donc ça les fait remonter. Et voilà, donc ça modifie leur comportement de migration, on va dire, dans la colonne d'eau. Ils sont plus sujets aussi à la prédation et ils peuvent également, comme cette tortue prise dans un filet, être empêchés de respirer. Il y a également un autre phénomène, c'est que, je vais en parler avec cet autre exemple. Alors, ça peut être un peu choquant, mais malheureusement, c'est une réalité. Ça touche d'autres compartiments de la faune. Donc là, c'est notamment des oiseaux. Donc, un adulte qui donne à manger à son juvénile, qui allait pêcher. Et puis, dans ce qu'elle a pêché, l'adulte non plus n'a pas fait de différence avec ce qu'il pêchait. Et donc, il nourrit sa progéniture, on va dire, avec du plastique. Ça, c'est une photo qui est malheureusement aussi bien connue aujourd'hui d'un albatros qui est décomposé. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il avait ingéré énormément de plastique qui lui dure plus longtemps que l'albatros. Et c'est essentiellement des bouchons. Le plastique là, donc un autre, je ne l'ai pas marqué dans la diapositive, mais il crée également un sentiment de satiété. C'est un volume qu'on a dans l'estomac. Donc on a l'impression de quelque chose qui va servir, que notre corps que le corps en tout cas de l'individu va dégrader pour produire de l'énergie. Le problème, c'est que dans le monde animal aujourd'hui, on ne sait pas encore dégrader le plastique pour utiliser son énergie. Voilà, donc on a l'impression qu'on a mangé assez pour avoir l'énergie pour nous reproduire, nous déplacer, tout ça. Et en fait, pas du tout. Donc, les individus deviennent plus faibles, ils sont plus sensibles aux maladies et ça crée de la surmortalité derrière. Donc ça, c'est on va dire, les macro-déchets, ceux qu'on trouve vraiment qui sont visibles sur plage et en mer. Une partie de ces déchets qu'on trouve sur les côtes vont être amenés dans ce qu'on appelle les gyres océaniques. Alors, c'est des courants en fait. Les courants côtiers vont s'écarter de la côte et du fait de la rotation de la Terre. Donc là, c'est les cinq grands océans. On a le Pacifique Nord-Sud, l'Atlantique Nord-Sud, le Pacifique Nord-Sud et l'océan Indien avec Mayotte qui est par ici.
Et du fait de la rotation de la Terre, en fait, ça va créer des grands courants au niveau de ces masses d'eau, donc qui tournent dans l'équille d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces déchets? Eh ben, ils vont emporter. La majeure partie va flotter et va être entraînée par ces courants. Et une fois qu'ils empruntent ce chemin-là, et ben, comme ça tourne, comme c'est circulaire, ils vont rester dans cette gire, ils vont rester et ils vont être dégradés. Alors là, on a toujours l'exemple de cette bouteille d'eau. Alors, vous avez vu, il y a des petits coquillages là on appelle ça des qui utilisent ces supports, ces nouveaux supports que normalement on ne trouve pas. Voilà, donc ça permet aussi de dépasser des espèces sur de longues distances. Donc, notre bouteille d'eau, elle va être fragmentée de par l'action mécanique des vagues. Hein. On peut se retrouver dans des tempêtes. Voilà. Il y a l'action du soleil aussi qui va jouer sur la fragmentation du macrodéchet en différentes particules. Donc ça peut rester encore des grosses particules. Hein. Une bouteille d'eau, on la coupe en deux, voilà, on la coupe en trois, etc. etc. Et plus on avance dans le temps, plus ce déchet est fragmenté et plus ça donne des particules qui sont petites. Donc on passe de macromolécules à des microparticules. Donc les microparticules, c'est ce qui est inférieur à 5 mm. Donc on va dire la plus grosse partie. On arrive encore à voir à l'œil nu, mais pour la plupart qui sont plus petites, ça commence à devenir plus compliqué. Et là, c'est plus, on peut les observer au microscope. Et enfin, on a des nanomolécules. Alors, il y a des chercheurs qui étudient un peu cette problématique du déchet dans les gires océaniques pour essayer de comprendre un peu l'ampleur du phénomène. Donc, ça fait une dizaine d'années, voire 15 ans qu'ils étudient tout ça. Et donc, ils ont découvert qu'il y avait une accumulation de plastique en fait, dans ces gires. Et c'est ce qu'on appelle le 7e continent. Alors, c'est pas un continent de plastique où on peut arriver un jour et planter son diapo. Mais c'est qu'il y a tellement de particules de plastique, c'est à l'échelle des deux continents. Par exemple, dans l'Atlantique Nord, du plastique, eh bien, c'est grand comme 5 fois la France. Et donc, quand ils traînent, ils utilisent donc un filet, ce qu'on appelle un filet manta, qui à la base est utilisé pour étudier le plancton. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Le plancton, c'est les premiers niveaux de la chaîne alimentaire. Donc, ce sont des mailles de filet très très fines, hein, de quelques millimètres. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ce qui se passe, ce qu'on récolte dans ce filet quand on traîne entre 10 et 20 minutes. Eh bien, c'est ce genre de soupe de plastique. Vous voyez, là, on n'est plus du tout sur du macroplastique. Alors, on arrive encore à les voir à l'œil nu pour certaines des particules. Hein. Il y a encore du gros cerclage comme ça. Mais la plupart sont excessivement petites. Là, on a des petites particules là, sur une goutte d'eau d'un doigt. On n'arrive plus trop à savoir ce que c'était comme objet. Je ne saurais pas dire si ce bout de plastique provient d'un bouchon. Enfin voilà, on perd la notion on va dire, la provenance de cet objet. Ce qu'on s'aperçoit aussi, je ne sais pas si c'est très évident sur ces photos, mais on arrive quand même bien à le voir, c'est que la majorité de ces plastiques sont blancs. Alors c'est bizarre parce que on ne produit absolument pas plus de plastique blanc dans le monde où il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas une surproduction de plastique blanc. Alors qu'est-ce que ça nous indique ça? C'est que en fait ces plastiques, en se décomposant, se fragmentant, ils libèrent des substances. Ils ont libéré les colorants qu'on avait utilisés dans la fabrication du plastique. Ils vont libérer plein de molécules qui peuvent être aussi nocives, qui sont également assez petites, mais qu'on va retrouver dans le milieu naturel. Bien sûr, ces plastiques, ces déchets vont également avoir
un impact, on va dire, sur le biotope de ce compartiment. Et donc, c'est pour ça que je reviens un petit peu sur la notion de chaîne alimentaire, hein, qui revient assez souvent dans les formations. Mais donc là, plus sur la notion de déchets. Donc, on a le premier maillon qui est le phytoplancton, hein, qui va faire la photosynthèse. On a une petite image ici, là. Donc, c'est vraiment des êtres cellulaires, hein, sont des unicellulaires qu'on va retrouver dans l'eau. Donc, on n'a pas forcément encore démontré qu'il y a de l'ingestion de plastique ou de molécules qui sont libérées par les plastiques à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dès le compartiment d'après, donc le zooplancton herbivore, qui théoriquement du phytoplancton, bah, ça va être comme la tortue ou comme les oiseaux. Dans leur milieu naturel, il y a des microparticules de plastique et ben, ils vont eux aussi pas forcément faire la distinction. Et on voit là sur ce copépode, hein, qui est un zooplancton carnivore. Donc ça, c'est des recherches qui ont été faites. Et ben, on observe même à ce niveau-là, au milieu des océans du milieu du Pacifique, par exemple, eh bien que il y a ce petit zooplancton qui consomme du plastique. Tous on va dire les molécules aussi vont, une fois que c'est ingéré via le macroplastique, les molécules vont être stockées, assimilées dans les tissus, généralement les tissus adipeux, les graisses des différents animaux. Et donc, bah, dans la chaîne alimentaire, hein, c'est le plus gros qui mange le plus petit, hein. Donc les super prédateurs qui prédatent des gros carnivores, etc. À chaque fois, on revient sur la notion de taille, hein. Et le problème, c'est que dès la base de la chaîne alimentaire, il y a de l'ingestion de substances toxiques et de microplastiques qui sont accumulés tout le long de la chaîne alimentaire. Et en haut de la chaîne alimentaire, bah, je rappelle que y a nous, l'homme, hein, qui consommons plusieurs de ces compartiments. On va retrouver donc des substances qui vont être accumulées. Donc là, voilà, c'est un peu un résumé qui peut être utile. Je parlais tout à l'heure des nanoplastiques. On a encore du mal aujourd'hui à vraiment bien étudier ces nanoplastiques dans l'environnement parce que c'est compliqué déjà d'accéder à l'environnement. Mais il y a quelques études qui ont déjà démontré que l'impact des nanoplastiques sur la chaîne alimentaire, qu'il y a quand même aujourd'hui du nanoplastique qui passe par le corps humain. Voilà, on les retrouve dans les excréments. Alors, donc là, j'ai mis un peu on va dire le temps de dégradation dans la nature. C'est vraiment pour avoir une bonne conscience que les déchets qu'on génère, c'est pas parce qu'on les voit plus qu'ils sont plus là. Vraiment, la poubelle, la dernière poubelle, en tout cas pour les déchets qui sont dans l'environnement, c'est l'océan. Et quand on prend les plastiques, on voit quand même qu'ils ont une durée de vie relativement importante, de 100 à 1000 ans. Hein. Et c'est pour ça qu'on a vu cette tortue se faire encercler par ce cerclage en plastique qui a grandi pendant plusieurs années, hein, et lui est resté. Donc vraiment, tous les déchets, donc là on s'est plus intéressé au plastique, mais il y a d'autres catégories de déchets, hein, comme les verres ou les métaux, qui peuvent avoir des durées de dégradation dans la nature qui sont très longues. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les solutions, mais en fait, l'objectif un peu de la formation, c'était un peu de se rendre compte déjà que les plastiques, les objets en plastique qu'on utilise tous les jours sont vraiment omniprésents dans notre environnement. On utilise vraiment tous les jours et on les valorise pas forcément jusqu'au bout. On parlait en introduction de l'économie linéaire. Une des solutions qu'on peut apporter
qu'il y ait de moins en moins de déchets plastiques qui vont se retrouver dans l'environnement, eh bien, c'est de donner en fait tout simplement une deuxième vie aux objets qu'on pensait jeter parce qu'ils n'ont plus d'utilité. Donc, c'est vraiment le principe de l'économie circulaire. Ça passe en partie par le tri. Donc, j'ai une petite vidéo justement là pour nous indiquer un peu quelques objets là qui peuvent être fabriqués à partir de d'autres objets dont on n'a plus l'utilité. Donc l'objet vraiment un peu phare et on en a parlé tout le long de la formation là, c'est la bouteille en plastique. Généralement une durée de vie, on va dire ce pourquoi on l'a fabriquée, hein, la bouteille d'eau, c'est voilà, je peux la stocker un petit peu. C'est quand même assez déconseillé de stocker chez soi sur des longues périodes de l'eau en bouteille en plastique. Généralement, on l'achète, elle a été produite quelques semaines, quelques mois juste avant. On l'achète, on la consomme dans les jours, semaines à venir. Et après, il n'y a plus d'utilité. Par contre, eh bien, en la recyclant, on peut utiliser ces bouteilles pour faire des vêtements. Ou bien avec, ça nous donne une bonne idée, avec 67 bouteilles en plastique, on peut fabriquer des couettes. Il y a plein d'objets comme ça qu'on peut réutiliser à partir des matières qui sont recyclées, comme eh bien, les bitons de lessive peuvent être utilisés pour les sacs auto. Cependant, on voit, ça commence. Je pense que il y a plusieurs fabricants qui maintenant commencent à utiliser ces plastiques issus du recyclage. Ça représente seulement 7% du plastique qui est utilisé dans la fabrication, le plastique issu du recyclage. Alors, je sais pas, non, j'étais là. Il y a encore des efforts à faire, hein, puisqu'il y a environ seulement 20% du plastique qui est recyclé. On est en retard par rapport en Europe. Donc, on peut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Je ne parle même pas de Mayotte où on est on va dire dans un contexte encore différent, hein, où il n'y a pas, il y a du tri, mais on va dire les matières plastiques sont pas réutilisables directement sur le territoire. Donc c'est envoyé à d'autres endroits et ça génère aussi de la pollution, hein, le fait de ne pas avoir on va dire la capacité de recycler sur le territoire. Donc ça permet d'économiser de l'énergie, bien sûr, de préserver les ressources naturelles, d'éviter de consommer du pétrole brut. Donc une tonne de plastique qu'on a recyclé, c'est 650 kg de pétrole qu'on prélève en moins dans le milieu naturel. Et vous savez tous que eh bien, le pétrole, ce n'est pas une ressource infinie. Voilà. Donc là, on a je reviens un peu sur les différentes familles de plastique. J'espère que vous êtes amusés ou que vous allez le faire, de retrouver un petit peu ces pictogrammes-là. Donc la bouteille en plastique, hein, comment elle est recyclée? Bah, tout simplement. Donc on l'a triée, on a récupéré que des bouteilles en plastique et on les a broyées en des petites paillettes comme ça. Tout est mélangé. Donc là, on a quand même mélangé deux familles en plastique. On peut pas pour les recycler, on ne peut pas les utiliser ensemble. Elles n'ont pas les mêmes propriétés. C'est vraiment tout le principe du tri. Et la solution, c'est de mettre ces paillettes dans des grands bacs d'eau et de les faire décanter, c'est-à-dire d'attendre. Et en fait, là, on va jouer sur les propriétés de ces plastiques. Elles n'ont pas la même densité. Le PEHD flotte et le PET coule. Donc on attend et ils vont se séparer naturellement. Donc là, c'est pour ça en fait qu'on a seulement ces deux familles qui sont
recyclés partout en France, c'est que c'est extrêmement simple de les recycler, de séparer les différentes familles pour les recycler. Et il y a un petit truc assez intéressant, c'est que comment on appelle ces petites paillettes là dans le jargon, on appelle ça du minerai. Généralement, le minerai, c'est plus associé à des métaux, du minerai de fer, donc de la matière première, en fait, en quelque sorte. Et donc, on voit bien que, en fait, le fait de recycler, de recréer ce minerai, ça intéresse certaines industries qui vont l'utiliser à nouveau comme matière première. Et là, on est vraiment à la base de l'économie circulaire, de réutiliser de la matière qui n'est pas de la vraie matière première, mais de la réutiliser. Et donc pour reformer des nouveaux objets, comme on l'a vu à l'instant. Donc ces familles-là, elles sont recyclables. On sait le faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que généralement, c'est trop mélangé. C'est trop compliqué en fait dans la chaîne de tri de séparer toutes ces familles. C'est simple pour la 1 et la 2, on les met dans le bac, ça se sépare tout seul. Pour les autres, c'est plus compliqué. Donc, il commence à y avoir, on va dire, des chaînes de tri qui se mettent en place et qui vont pouvoir séparer une ou quelques-unes de ces catégories de plastique. Mais c'est aujourd'hui encore pas une généralité. Il y a certains endroits dans le monde qui ont trouvé une solution tout simplement. Hein. Les industriels du tri, enfin les professionnels du tri trouvent que ça coûte trop cher pour s'intéresser à ces catégories. Donc, il y a certaines politiques publiques, notamment sur des villes aux États-Unis comme Los Angeles, où pour trier le plastique, il y a 7 poubelles de plastique différentes. Donc là, c'est vraiment le choix de politique publique de faire trier par l'utilisateur. Donc vous me direz, c'est compliqué d'avoir chez soi 7 poubelles de plastique, mais en tout cas, ça permet que ces 6 poubelles, ces 6 catégories de plastique soient à chaque fois réutilisées pour refaire des nouveaux objets. Et après, on voit que il y a la 7e qui est vraiment pas réutilisable. Et après, on peut s'interroger aussi sur l'utilité des emballages. On a vu que les emballages plastiques, c'était les premiers types de produits qu'on utilisait en plastique. Et donc là, il y a quelques exemples que de mon côté, je trouve assez ahurissants de l'utilisation du plastique comme emballage. Là, on a une barquette en plastique et du film plastique qui vont protéger une banane. La nature est bien faite, cependant, hein, la peau de banane, c'est déjà une protection pour protéger. On a canette de coca qui est emballée dans une barquette aussi du film plastique qui ne seront jamais réutilisées. Voilà. Là, on a une mangue qui est décortiquée et qu'on a emplastifiée pour être vendue dans les supermarchés. Et tout simplement pour que ce soit plus facile à la consommation. Peut-être que ça peut paraître une aberration à Mayotte, puisqu'on a des mangues une bonne partie de l'année, et pourtant on n'a encore jamais vu ça, mais il y a certains endroits dans le monde où ça se passe comme ça. Voilà, donc il y a plein d'autres solutions à apporter. Là, c'était plus pour essayer de faire un peu prendre une prise de conscience sur la place et l'utilisation des plastiques pour la vie de tous les jours. On a d'autres solutions, par exemple la fabrication de bioplastique. J'en passe. Ça pourrait faire l'objet d'une autre formation plus en détail. Mais si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez bien sûr les poser. Voilà. Et donc, bien évidemment, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, tout simplement. Voilà, je vous remercie. C'est la fin de cette formation. Donc, Dina, je ne sais pas s'il y a déjà des questions auxquelles je peux répondre. Oui, merci Feu pour cette brillante présentation. Donc, on a une question anonyme. Est-ce que le NAFTA permet à la fabrication des plastiques ou on peut le convertir à autre chose?
Alors, il me semble, c'est une très bonne question, mais il me semble que c'est vraiment destiné à la fabrication des plastiques uniquement. C'est à vérifier, hein, mais il me semble que c'est vraiment utilisé que pour les plastiques, en effet. Ok, on a une autre question. C'est à Mayotte, est-ce qu'il y a encore des décharges à ciel ouvert? Alors, les décharges à ciel ouvert, il y en a qui ont été officielles, c'est-à-dire que il y avait, ça faisait partie de la politique publique, en tout cas. C'est plus le cas en France. Officiellement, il n'y a plus de décharge à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ramassage collectif qui emmène vos déchets sur une décharge à ciel ouvert. Par contre, il peut y en avoir et il y en a de différentes tailles qu'on peut retrouver. À Mayotte, malheureusement, on peut se promener un peu n'importe où et sans parler de décharge à grande ampleur, on arrive très facilement à trouver des endroits où les gens, les particuliers, vont laisser leurs déchets, que ce soit de l'électroménager, des matières, enfin, des poubelles, euh, enfin voilà, n'importe quel type de déchets. Ça, oui, on le voit bien, mais c'est plus officiel entre guillemets. Les décharges à ciel ouvert qui existaient auparavant ont toutes maintenant été transformées, on va dire, en décharges enfouies, c'est-à-dire qu'on les a tout simplement recouvertes. Malheureusement, il y a d'anciennes décharges qui étaient situées près du littoral et comme je le disais tout à l'heure, on va dire la protection au niveau du sol n'est pas forcément très efficace et il peut y avoir du ruissellement, on va dire, de lixiva, ce liquide qui est chargé, qui est assez toxique, peut être relargué dans la nature et même en milieu proche du milieu littoral, ça arrive plus facilement au niveau de la côte. Ou même au niveau littoral, ça peut être au niveau terrestre, mais on voit bien que le cycle de l'eau amène toujours ces éléments, que ce soit à différentes tailles, que ce soit les macros ou les micros ou les nano particules de plastique, ça arrive finalement toujours dans l'océan. C'est la dernière case, on va dire. Il n'y a plus d'échappatoire une fois que c'est arrivé au niveau de ces gyres océaniques, ça ne peut plus partir ailleurs. Ok, ben, on n'a plus de questions, mais par contre, aïe. Du coup, le temps est écoulé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui souhaite prendre la parole pour une brève intervention, juste quelques minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main. Bon, du coup, cette fois-ci, personne ne veut prendre la parole. Ah si, il y a Galaxy qui souhaite prendre la parole. On vous écoute. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Ok, moi je m'appelle Mohamed Maloum Darwesh, je viens du Comore. Merci pour la présentation. C'est pas une question, mais juste pour savoir quelque chose pour vous, votre association. Euh, Est-ce que vous pouvez nous aider ou m'aider, par exemple, sur une formation, une stage pour l'incinération des déchets ménagers? Parce que nous voulons installer un petit projet ici pour l'incinération, pour la production de biogaz. Et les moyens est là, mais le problème, on a un manque de formation et des stages. Donc, nous voulons, si vous voulez nous aider à part ça, une formation comme ça sur l'incinération
des déchets ou bien un stage concernant sur le terrain pour voir comment les choses passent. Voilà, c'est ça ma proposition que je voulais vous demander. Oui, j'ai bien compris la question. Là, je pense que ça sort un peu de notre champ vraiment de compétences à l'association. On n'a pas je pense que le savoir pour faire une sur du projet comme ça, pour fabriquer on va dire une décharge incinération pour récupérer des gaz. Là, il faut vraiment s'adresser à des professionnels qui ont ce savoir-là. À l'association, on l'a pas aujourd'hui. Ok, merci Darwesh pour cette question et cette intervention. Je pense que s'il y a personne s'il y a personne d'autre qui veulent prendre la parole, on va terminer la session. On vous remercie tous d'être encore aujourd'hui avec nous, de nous avoir suivis tout au long de ces sessions de formation. Comme d'habitude, l'enregistrement va être envoyé par email avec le support PowerPoint. Donc, on vous dit merci à tous. Merci à vous.